Voilà, c'est l'heure. Jamila, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Donc Jamila Yahameh-Saoud, qui est directrice du département Consumer Insights chez Médiamétrie, comme vous le voyez ici, et qui va donc nous parler de la place pour le digital dans l'alimentaire en ligne. Exact. Gros sujet. Gros sujet. Sachant que, et c'est l'intérêt de cette présentation, vous allez le voir, on va parler bien sûr d'achat de produits en e-commerce, certes, d'achat de produits alimentaires, sujet connu, mais surtout, vous allez voir que ça, on va parler d'une globalité, c'est-à-dire qu'on va aussi parler de l'usage des services liés à l'alimentation en ligne. Et là, ça contribue à créer un vrai univers dans la relation pour les Français entre alimentaire et digital, et c'est beaucoup plus ambitieux que simplement de parler de e-commerce, qui sont des sujets que vous connaissez. Et donc Jamila, avec Médiamétrie, donc, a réalisé en exclusivité une étude pour Made cette année. Exact. Voilà, et donc c'est ça l'ambition, et avec un petit concept donc, que tu as créé. Oui. Identifier. Identifier, bon. Identifier quelques personas qui illustrent un petit peu les tendances en termes de consommation et en termes d'alimentaire sur Internet. Voilà, et donc, oui, vas-y, pardon, excuse-moi, je t'interromps. Mais je t'en prie. En fait, l'idée, effectivement, comme le dit Olivier, c'est que dans le cadre de cette étude, on voulait vraiment faire de l'exploratoire, essayer de comprendre ce que les internautes ou ce que les individus aujourd'hui captent de l'Internet et de l'alimentaire sur Internet. Est-ce que c'est plutôt des services? Est-ce que c'est plutôt des produits? Qu'est-ce qu'ils utilisent? Qu'est-ce qu'ils en attendent? Et comment ils se positionnent par rapport à cette offre-là? Et effectivement, on est vraiment dans un exercice exploratoire pour essayer de comprendre un petit peu pas forcément tous les tenants et les aboutissants, mais en tout cas les tendances qui sont en train de se dessiner sur l'alimentaire en ligne. Et effectivement, à partir de là, en termes de comportement, on a identifié 3 populations différentes qui vont se distinguer chacune par des comportements, des attentes, des usages qui sont un peu différents et qui permettent aussi d'entrevoir ce qu'il est possible de développer autour de l'alimentaire en ligne, et puis surtout quel peut être le rôle du digital sur l'alimentaire. Ouais. Voilà, et avec un concept donc, que tu as créé, le FAS. Alors je ne dis pas ce que ça veut dire. On va le garder jusqu'au bout. Voilà, on garde le secret, donc vous avez, voilà, c'est le suspense. Voilà, bon, je te laisse, Jamila, merci. Donc, juste pour démarrer, parce que ça nous semble important quand même de retracer ce point-là, l'idée c'était aussi de vous montrer qu'Internet aujourd'hui c'est plus que généralisé. C'est 85% d'individus en France et quasiment 53 millions. Et puis Internet, c'est pas que l'ordinateur, bien entendu, vous le savez. Hein, si je fais un petit sondage dans la salle, je pense que le taux d'équipement en smartphone est à peu près de 100%. Et l'usage du smartphone s'installe de plus en plus. J'insiste sur le smartphone parce que pour le coup, en termes de transactions rapides, ce qui peut être le cas pour l'alimentaire, le smartphone peut être très bien adapté. Et aujourd'hui, on est vraiment en termes d'usage du smartphone pour se connecter à Internet au coude à coude avec l'ordinateur. Même que là, on est sur des chiffres mensuels. Si on devait regarder les connexions au quotidien, le smartphone est largement devant l'ordinateur. Donc ça vous donne une indication déjà de la façon dont les gens se comportent pour se connecter. La tablette est existante, bien entendu, elle est présente, mais elle est encore aujourd'hui loin derrière. Comme je vous le disais, c'est vraiment pour vous donner quelques données de cadrage. En termes d'usage de l'Internet pour l'achat en ligne, quel que soit le type de produit, là on est vraiment sur du global. On est bien entendu sur alors c'est plus une tendance, c'est vraiment un comportement installé aujourd'hui et adopté par l'ensemble des internautes. On est aujourd'hui à plus de 38 millions de cyberacheteurs sur la population en France. Ça fait un peu plus de 800 000 cyberacheteurs additionnels en 2018, donc c'est quand même encore une fois une progression qui n'est pas négligeable. Et sans vous présenter les résultats ou sans vous présenter les chiffres à proprement parler, c'est vraiment un comportement qui touche toutes les strates de population. Il y a encore quelques années, on pouvait se dire que ça concerne plutôt les plus jeunes ou les early adopters. Aujourd'hui, c'est vraiment des taux de pénétration en termes d'achat en ligne qui va avoisiner les 80%, même les dépasser largement pour toutes les strates de population, même celles qui sont a priori les plus entre guillemets réfractaires aux nouvelles technologies, même sur une population de seniors plus, on va retrouver un taux de pénétration de l'achat en ligne qui va être aux alentours de 80-85%. Donc, maintenant qu'on a parlé de l'Internet et de l'achat en ligne, on va s'intéresser plus précisément au digital et à l'alimentation sur le digital ou au digital dans l'alimentaire.
Et l'idée, c'est, comme je vous le disais, d'explorer un petit peu cette notion pour savoir quelle est la combinatoire possible aujourd'hui, qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qui est utilisé, et comment on peut voir le digital dans l'alimentaire pour demain. Cette question-là, on l'a posée tout simplement à l'ensemble des internautes et on leur a demandé, pour vous, c'est quoi le digital l'alimentaire sur le digital? Qu'est-ce que le digital offre en termes d'alimentaire, que ce soit en termes de produits ou de services? Là, on était vraiment sur de l'ouvert, c'est-à-dire qu'en fait, on les laissait s'exprimer comme des grands. Et là, ce qui est apparu, c'est qu'en premier lieu, ce qui est évoqué, c'est les services. Alors, quand on parle de services, on parle beaucoup de services de livraison. La notion de drive est ressortie très régulièrement et de façon assez marquée. Donc, c'est vraiment les deux services qui sont apparus. Après, il y a aussi d'autres services qui sont arrivés. C'est les services de recommandation de recettes ou de conseils autour des recettes. Alors, plutôt de consultation de recettes. Là, pour le coup, on a quand même une marque qui existe depuis un certain nombre d'années aujourd'hui, qui est bien installée et qui propose ce service-là et qui est à la fois reconnu et utilisé. On le verra un peu plus tard. Et puis ensuite, on a eu deux types de réponses. On a eu le tout, c'est-à-dire il y a vraiment de tout sur Internet. Il y a cette notion de je peux tout retrouver sur Internet et même sur l'alimentaire, je peux tout retrouver. Alors derrière le tout, on peut mettre un certain nombre de choses. Et puis à l'inverse, on a eu aussi des gens qui disent « je ne sais pas du tout ». C'est-à-dire qu'il y a vraiment je dirais pas une méconnaissance, parce que forcément, si on leur propose des choses ou si on leur suggère des choses, ils vont les reconnaître, mais spontanément, comme ça, ils ne vont pas pouvoir se positionner ou identifier que ce soit des services ou des produits qui sont proposés sur Internet. Après, donc là, c'était côté service et côté je connais tout ou je ne sais pas du tout ce qu'il y a. Et puis parallèlement à ça, on avait retrouvé aussi des populations qui citaient des produits. Et alors là, c'était intéressant parce qu'il y avait vraiment une diversité de produits. Il y avait à la fois des produits, des boissons, que ce soit boissons alcoolisées ou non alcoolisées. Beaucoup ont cité le vin, le thé. Certains ont évoqué l'épicerie, les produits d'épicerie, le chocolat, etc. Mais c'était intéressant parce que ça permettait de voir justement qu'il y avait une diversité, on identifiait une diversité de produits qui étaient proposés sur Internet. Et puis ensuite, il y avait des gens qui ont cité des marques. Alors, forcément, quand on parle de e-commerce, on parle d'Amazon. Donc voilà, c'est une marque qui est quand même assez forte aujourd'hui. Mais ensuite, on évoquait aussi Leclerc, on évoquait aussi Leclerc Drive, Auchan Drive, enfin voilà, des marques ou des marques associées au service du Drive. Donc ça aussi, c'était assez marquant. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait quelques personnes, mais pas beaucoup, mais quelques personnes qui ont cité des marques comme Too Good To Go. Donc des services un peu nouveaux, un peu entre guillemets avant-gardistes, qui sont aujourd'hui cités par des internautes en termes de services autour de l'alimentaire ou en termes d'offres autour de l'alimentaire sur Internet. Une fois qu'on les a interrogés, justement, une fois qu'on leur a demandé de s'exprimer sur les services ou les produits, ou en tout cas qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui sur Internet autour de l'alimentaire, forcément, on leur a demandé, mais qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui? En termes d'utilisation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la notion de suggestion de recettes, enfin ce service de suggestion de recettes est très présent aujourd'hui et il se trouve que c'est le premier service utilisé. Alors c'est un service gratuit. Donc ça y joue quand même pour pas mal. Donc c'est un service qui est utilisé par plus d'un tiers des internautes. Et puis ensuite, on va retrouver un gros 5e des internautes qui vont utiliser, que ce soit des services de recommandation de restaurants, que ce soit des services de commande de repas à retirer directement ou à se faire livrer. Et puis ensuite aussi des services de réservation de restaurants. Donc on va avoir des services qui vont être utilisés aujourd'hui entre un 5e et un tiers de la population d'internautes. Et puis, dans une moindre mesure, on va retrouver un gros 10%, un gros 10e de la population qui va utiliser des services d'achat de produits alimentaires. Ces produits alimentaires, ça peut être des produits frais ou des produits d'épicerie qui sont achetés en ligne. Donc, on va retrouver justement cette diversité d'usages, que ce soit autour des services ou des produits. Et puis, on est allé aussi un cran plus loin, où on leur a posé la question, à savoir, est-ce que vous avez déjà utilisé un service qui vous permet de créer votre propre produit sur Internet? Alors c'est un service qui existe aujourd'hui, et l'idée c'était de savoir justement quelle en était la perception.
tout ce cheminement et tout ce travail-là, on l'a fait justement pour pouvoir qualifier ces différentes populations, voir s'il y a des différences de comportement entre les uns et les autres. Et puis, plus on allait sur des choses plus pointues, plus on arrivait justement à distinguer ce comportement ou ces attitudes. Et alors, quand il s'agit de créer son propre produit, là, je veux dire, l'enseignement, il est assez frappant. Il y a quand même un accompagnement encore aujourd'hui nécessaire. On a un peu l'impression que les internautes considèrent que c'est un peu créer son propre produit sur Internet, c'est un peu faire l'apprenti sorcier. Donc il y a encore un travail à faire, un travail d'explication, d'évangélisation, un travail d'explication aussi de l'intérêt de la chose, de l'intérêt du service et en quoi ça peut être bénéfique pour l'individu de créer son propre produit sur Internet. On va avoir quasiment 2/3 qui l'ont soit utilisé et qui ne souhaitent pas forcément y revenir parce qu'il y a peut-être eu une déception, soit qui ne l'ont jamais utilisé et qui ne sont pas forcément intéressés. C'est pour ça que je vous dis il y a vraiment un travail d'évangélisation et d'explication autour de ce service-là. En revanche, on a un bon tiers qui va dire soit je l'ai utilisé, j'aimerais bien y revenir, donc ça c'est intéressant, soit je ne l'ai jamais utilisé mais je suis assez curieux pour savoir de quoi il est question et j'aimerais bien l'utiliser un jour. Donc là, on commence à voir des distinctions, on commence à voir des différences entre une population qui va plutôt suivre, qui va plutôt utiliser un peu ce qui s'installe, ce qui se généralise, et puis une population qui va être un peu plus peut-être avant-gardiste et qui va être un peu plus curieuse de savoir ce qui est proposé sur l'alimentaire en ligne. Au-delà de ça, ces internautes, on les a interrogés aussi sur les attentes qu'ils avaient ou de se positionner par rapport à certaines formulations. L'idée, c'était de savoir est-ce qu'il y avait des attentes à proprement parler autour de l'alimentaire en ligne, quelles étaient leurs perceptions aujourd'hui de cette offre de l'alimentaire en ligne. Alors clairement, ce qui apparaît, c'est un besoin de conseil et d'accompagnement, c'est un besoin de plus d'informations. Aujourd'hui, il y a un besoin, ou en tout cas une demande de la part des internautes par rapport aux marques qui gravitent autour de l'alimentaire et de l'alimentaire en ligne, de mieux les accompagner pour mieux consommer. C'est vraiment le mot d'ordre et le mot-clé, c'est mieux consommer. Mieux consommer dans le sens mieux pour ma santé, mieux consommer dans le sens moins gaspiller, mieux consommer dans le sens savoir un peu mieux ce que je consomme, savoir un peu mieux ce que je donne à manger à mes enfants ou à mes proches. Donc il y a cette notion de mieux consommer qui commence à s'installer progressivement. C'est-à-dire qu'il y a une préoccupation autour de l'alimentaire où le digital finalement peut jouer un rôle en termes d'information, d'accompagnement, d'explication, d'évangélisation. Et cette notion-là est apparue de façon relativement marquée auprès de ces internautes. Si on fait l'exercice, j'ai envie de dire, de combiner l'ensemble de ces informations et l'ensemble de ces tendances, on a pu identifier de cette manière-là 3 grandes populations, donc Olivier en a parlé tout à l'heure, 3 personas qui permettent aujourd'hui, enfin qui se démarquent par des comportements assez spécifiques pour chacun. On va avoir Nadia, on l'a nommée, on lui a donné vie. Nadia est une jeune femme d'à peu près 29 ans. Elle est plutôt ingénieure. Elle travaille dans la région lyonnaise, ou en tout cas à Lyon à proprement parler. Elle vit là. Donc elle est CSP+, elle a entre 25 et 34 ans. Et elle vit dans une grande agglomération. Elle est pratico-pratique. Ça veut dire que vraiment ce qui l'intéresse, c'est les services pratiques. C'est le gain de temps, c'est la facilité, c'est la simplicité et l'efficacité. Nadia, spontanément, ce qu'elle va citer comme offre sur Internet, c'est à la fois les services et les produits, de façon très très rapprochée. Ça veut dire que par rapport à l'ensemble de la population, elle va être plus en capacité de citer des offres de produits que ne le fait un internaute ou un individu moyen, on va dire. Nadia va aussi va être en capacité de citer des services, entre guillemets, à valeur ajoutée. Alors, ce n'est pas les premiers services qu'elle va citer, bien sûr. Elle va citer, par exemple, le drive, la livraison, ce dont on parlait tout à l'heure, peut-être les recommandations de restaurants, la consultation de recettes, etc. Mais elle va aussi être en capacité de citer des services à valeur ajoutée, comme les conseils alimentaires, par exemple. Elle va aussi citer des services comme la traçabilité. J'ai besoin de savoir d'où vient l'alimentation que j'achète ou que je consomme et de quelle manière je peux suivre
suivre la traçabilité de cette alimentation-là. Et puis ensuite, de façon plus précise, Nadia va utiliser des services dans des proportions. Alors là, si vous regardez les chiffres que vous avez des pourcentages, mais vous avez aussi des petits chiffres qui sont à côté. C'est 1,75 fois plus que l'ensemble de la population. C'est 1,5 fois plus que l'ensemble de la population quand il s'agit par exemple de commandes de repas. Donc, Donc en fait, c'est une personne ou c'est un groupe d'individus qui va utiliser différents services et qui va acheter même différents produits sur Internet autour de l'alimentaire, avec, on va dire, une intensité qui va être relativement plus élevée que l'ensemble de la population, mais qui va s'attacher systématiquement à la praticité de ses services et à la praticité de ses offres. C'est-à-dire, son premier driver, c'est vraiment le gain en efficacité. C'est de gagner du temps, de gagner en efficacité, de ne pas courir à droite et à gauche pour trouver un produit ou pour faire appel à un service. Donc c'est vraiment le premier driver qui va pousser Nadia à utiliser ses services ou à acheter ses produits. Alors, en face de Nadia, on va trouver un groupe d'individus qui, pour le coup, se distingue parce que dans ce groupe d'individus, on va trouver deux petits groupes. On va trouver Anthony d'un côté et Alain de l'autre. Alors, c'est très étonnant sur cette cible-là. On les a appelés les créanovateurs. C'est vraiment les avant-gardistes. Hein. Si on prend une terminologie qui a été utilisée il y a encore quelques années, et peut-être un petit peu aujourd'hui, c'est les early adopters, on va dire. Et en fait, dans ce groupe de créanovateurs, on va retrouver deux populations, les plus jeunes et les moins jeunes. Je n'ai pas envie de dire les plus âgés, je dirais plutôt les moins jeunes. Alors, les plus jeunes, pourquoi? Parce que les plus jeunes sont plutôt curieux, ils sont plutôt digital native, ils sont plutôt, j'ai envie de dire, allez, soyons fous, un peu téméraires. Ça veut dire, en fait, ils vont vraiment tout essayer et tout tester. Et puis, parallèlement à eux, on va retrouver les 65 ans et plus, qui vont être plutôt des populations qui vont être très attentives au healthy food, au fait de bien consommer, au fait de bien nourrir aussi son entourage. C'est un peu le cas d'Alain. Hein. Si vous allez lire l'histoire d'Alain dans la Phygital Room, vous verrez. Donc, on va retrouver ces deux cibles, ces deux populations qui vont cohabiter, qui vont finalement se retrouver sur un besoin de mieux consommer. C'est une tendance dont je vous parlais tout à l'heure et c'est une tendance vraiment qui commence à s'inscrire. Alors, pour vous donner une idée, les créanovateurs représentent à peu près entre 15 et 20% de la population, quand les pratico-pratiques représentaient entre 40 et 45% de la population. Alors, ce qui est intéressant sur ces créanovateurs, c'est qu'ils vont citer d'abord les produits et ensuite les services. Alors, encore une fois, ils connaissent les services, mais ils vont quand même être capables de citer beaucoup les produits. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout à l'heure, je vous disais, dans la population globale, il y en a un certain nombre qui disent il y a de tout sur Internet. Mais alors, les créanovateurs, ils sont quasiment, je ne dirais pas c'est 100% des créanovateurs, mais ils sont très très nombreux à dire il y a de tout sur Internet. Ça veut dire qu'ils sont à l'affût de tout ce qui est proposé et ils savent exactement tout ce qu'il y a sur Internet autour de l'alimentaire. Et là encore une fois, même s'ils ne représentent pas la majorité de la population, ils ont un comportement qui se distingue du reste de la population, puisque là, vous le voyez, par exemple, si je prends information sur la chaîne de production des aliments, ils sont 4 fois plus nombreux à utiliser ce type de service ou à aller rechercher ce type d'informations sur Internet que l'ensemble de la population. Donc ils vont vraiment se distinguer par un comportement où ils vont essayer d'aller creuser, aller voir ce qui se passe autour de l'alimentaire, de quelle manière ils peuvent s'alimenter, comment ils peuvent trouver de l'information, que ce soit sur de la traçabilité. Typiquement, c'est eux qui vont citer... Alors, ils vont le citer pas en premier lieu parce que forcément, spontanément, on va citer des services et des produits soit qu'on utilise régulièrement, soit qu'on connaît très bien, mais ils vont citer proportionnellement plus que l'ensemble de la population des services entre guillemets à valeur ajoutée. Tout à l'heure, je vous en parlais, la traçabilité, tout ce qui est box alimentaire, tout ce qui est proposition un peu nouvelle, etc. Des services comme Too Good To Go, c'est aussi eux qui vont les citer. Et puis des services aussi qui sont autour de conseils, autour de tout ce qui est limitation du gaspillage alimentaire. C'est eux qui vont citer ces services-là. Donc là, on est en présence d'une population qui, à la fois, veut consommer mieux, veut consommer intelligemment, mais aussi veut être mieux accompagnée et veut prendre, là aussi c'est un point qui est très important, veut prendre plus de plaisir, ou en tout cas prend plus de plaisir en consommant avec justement l'utilisation de ces services et de ces conseils sur Internet.
Ensuite, on retrouve une troisième et dernière population, c'est Maryse. Alors, Maryse, elle est vraiment indécise. Hein. En plus, ça rime. C'est les indécis suiveurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une population qui ne sait pas trop se positionner, qui suit, en fait. Ce n'est pas une population du tout avant-gardiste. C'est plutôt une population qui va suivre un petit peu ce qu'on va lui proposer. Elle va même attendre que d'autres testent et puis ensuite elle ira derrière. Donc c'est une cible qui représente aussi entre 35 et 40%, donc un bon tiers de la population. Et cette cible-là, elle se positionne vraiment, vous le voyez ici dans les indices, au même niveau que l'ensemble de la population. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir on va dire de choses qui vont les démarquer à proprement parler, si ce n'est de dire, en fait, ils vont suivre un peu tout ce qui va se passer. Ce qui est intéressant en revanche pour cette cible, pour Maryse et tous ses compères, c'est que c'est une population qu'il est a priori pas très compliqué de convaincre. C'est une population à partir du moment où finalement d'autres vont utiliser ou adopter des services ou acheter des produits sur Internet, à partir du moment où elle voit qu'il y a quand même une tendance qui est en train de s'installer, Maryse va suivre. On ne peut pas compter sur elle pour être ambassadrice, on va dire, d'une offre. En revanche, on peut compter sur elle pour suivre à partir du moment où des créanovateurs ou des pratico-pratiques vont utiliser ces services ou ces produits. Donc on est en présence d'une population qui va vraiment être, on va dire, en deuxième temps, qui va se positionner en deuxième temps et qui va utiliser ces produits et ces services à partir du moment où les autres l'ont fait. Et bien entendu, à partir du moment où les prix sont intéressants, il y a des promos. Là aussi, je vous invite à aller à la Phygital Room pour voir justement, lire l'histoire de Maryse et voir comment Maryse se positionne. Et puis, Maryse va être intéressée par la diversité de l'offre de produits qu'il y aura sur Internet. Donc voilà un peu les trois populations qu'on a pu identifier au travers de cette étude, avec des comportements qui se distinguent les uns des autres, sachant que, bien entendu, l'idée c'est de faire vivre ces populations et de voir de quelle manière elles vont évoluer, de quelle manière, que ce soit en termes de proportion. Est-ce que demain on peut imaginer que les créanovateurs vont prendre plus de place, de quelle manière on va pouvoir convaincre à la fois les pratico-pratiques pour peut-être un peu plus utiliser des services ou s'orienter plus sur le digital pour l'achat de produits ou autres. Donc l'idée, c'est vraiment de voir de quelle manière l'offre de services ou de produits alimentaires sur le digital ou au travers du digital et à travers le rôle que le digital va pouvoir jouer autour de l'alimentaire, c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir faire vivre et faire évoluer l'ensemble de ces populations. Et tout ça nous amène à réfléchir à un concept qui est en fait un concept qui est en train de s'installer dans différents univers et dans différentes industries et qui très probablement peut être un concept de demain pour le digital et pour l'alimentaire sur le digital. C'est le concept dont a parlé Olivier tout à l'heure, qui est le concept de FAS, qui ressemblerait presque à FAST, rapide. Le FAST, c'est le Food as a Service. C'est vraiment d'être dans une configuration où finalement on va prendre le consommateur par la main, l'accompagner sur sa consommation, mais dans toutes les dimensions de cette consommation, que ce soit en termes de bon pour la santé, bon pour l'environnement, limitation du gaspillage, avoir une meilleure traçabilité des produits, avoir une meilleure connaissance de toute la chaîne de production des produits. Donc tous ces éléments-là, aujourd'hui, commence à devenir, entre guillemets, une nécessité. En tout cas, c'est quelque chose qui est en train de se dessiner progressivement. Et ça dénote, on va dire, un besoin, ou en tout cas une attente de consommer autrement et d'accompagner l'utilisateur dans sa façon de consommer de demain. Voilà. Super. Merci beaucoup, Djamila. On peut l'applaudir. Merci. Alors voilà, je le disais tout à l'heure, le FAST, donc tu as dit ce que c'était, le Food as a Service. Et effectivement, c'est une notion, voilà, c'est Djamila marque déposée. Hein. C'est tout à fait nouveau et effectivement, c'est super intéressant parce que comme tu l'as dit, ça se développe dans d'autres univers, hein, le SaaS, le Software as a Service, etc. Mobility as a Service aussi. Mobility as a Service, absolument. Et effectivement, et du coup, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, à savoir qu'on a peut-être parfois un peu perdu de vue le fait qu'Internet, c'est pas simplement un canal d'achat, de commande, de e-commerce, certes, mais c'est aussi un canal d'information. Et c'est ce que tu dis très justement, les gens
vont sur Internet. On a des profils qui sont typiquement dedans, qui veulent avoir de l'information autour de leur alimentation. Complètement. De toute façon, quand on regarde de façon plus, j'ai envie de dire, plus macro, Internet aujourd'hui est un canal d'information qui est absolument phénoménal. Mais quel que soit le secteur et quel que soit l'environnement. Et en économie, on a toujours dit, le consommateur, à partir du moment où il a l'information, il a le pouvoir. Donc ça, c'est un point qui est quand même assez important et qui est crucial. À partir du moment où on voit quel est le potentiel de l'Internet pour apporter de l'information, il n'y a aucune raison de ne pas l'appliquer à l'alimentaire. Et surtout, l'internaute aujourd'hui, de plus en plus, en tout cas l'utilisateur, a clairement identifié cette capacité de capter de l'information autour de l'alimentaire pour mieux consommer. Et aujourd'hui, on est définitivement plus attentif à la façon dont on s'alimente et Internet joue d'une manière ou d'une autre un rôle extrêmement important pour justement aider à mieux consommer. Après, tout l'enjeu est de savoir de quelle manière Internet et les marques vont se saisir du digital pour justement apporter ce service à valeur ajoutée ou apporter cet accompagnement en termes de consommation. Absolument. Et puis le profil, donc les personas. Donc encore une fois, je vous invite, comme l'a dit Jamila, à vous rendre sur la Phygital Room où vous verrez les bouilles de Nadia, d'Anthony, d'Alain, de Maryse, et puis leur petite histoire qu'on a mis en mots avec Jamila. Et effectivement, dans le profil des créanovateurs, c'est intéressant de voir qu'on a à la fois les très jeunes, alors ça, on se dirait, bon, on s'y attendait, mais les 65 ans et plus. Et là, c'est peut-être plus surprenant, qui sont des avant-gardistes aussi, et tu as expliqué les raisons pour lesquelles ils sont dans cette catégorie. Ils le sont parce qu'ils sont, encore une fois, quand on parle de digital et alimentaire, il y a vraiment deux notions qui se rapprochent et qui se marient quelque part. Et du coup, à partir de là, c'est pas du tout étonnant qu'on ait ces deux cibles-là qui sont, j'ai envie de dire, dans la vie de tous les jours, à l'opposé l'un de l'autre. Et pourtant, il y a cette complicité et il y a cette attente commune qui est de dire, d'un côté, j'ai envie d'utiliser des services ou des offres qui soient un peu nouvelles, parce que j'ai envie de tester, parce que c'est dans ma nature. Donc ça, c'est plutôt les plus jeunes. Et puis les plus âgés, c'est plutôt, aujourd'hui, j'ai conscience qu'il faut que je m'alimente mieux. J'ai conscience que si je veux pas avoir de problèmes de santé ou si je veux pas que mes proches aient des problèmes de santé, j'ai besoin aussi de mieux consommer, de savoir quels sont les aliments que je vais acheter, d'où ils viennent, comment ils sont construits, comment ils sont produits. Donc ça permet de... Alors attention, à côté de ça, sur ces deux cibles-là, il y a toujours eu une grande complicité, même au-delà de l'alimentaire, dans l'univers du digital. Et pour avoir beaucoup travaillé sur ces deux cibles-là, on l'imagine bien, les grands-parents, les enfants, ils donnent peut-être quelques conseils à leurs parents, mais c'est surtout à leurs grands-parents qu'ils donnent des conseils. C'est surtout leurs grands-parents qu'ils accompagnent. Et c'est là où on retrouve encore une fois cette complicité. Et c'est pas du tout étonnant. Moi, franchement, je trouve pas du tout ça étonnant de les retrouver tous les deux dans la même capsule, j'ai envie de dire, parce que pour le coup, la combinaison fonctionne très très bien entre les deux. Ah oui, tout à fait. Il y a un effet grands-parents, dans un sens comme dans l'autre. Les jeunes qui conseillent leurs grands-parents et les grands-parents qui conseillent un souci de leurs proches, de bien les alimenter, etc. Et donc qui vont chercher de l'info dans ce domaine. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, dernière chose, tu parlais de la co-création de produits. On en a parlé un peu hier aussi déjà. Internet est un canal qui doit favoriser la co-création, mais il y a encore un peu de boulot apparemment pour convaincre les gens. C'est pas encore fait, quoi. C'est pas encore fait, mais c'est pas étonnant. C'est pas un service très connu, on le voit. C'est un service qui nécessite, c'est engageant quand même de créer son propre produit. On ne sait pas s'il y a des aliments qu'on peut mélanger ou pas. On ne sait pas si ceci va avec cela. On ne sait pas ce qui va le mieux avec ceci ou cela, etc. Donc il y a vraiment je veux dire, j'ai envie de dire, je vais parler de façon très directe. On ne peut pas balancer un service comme ça sans accompagnement, sans explication. Il y a besoin d'accompagnement, il y a besoin d'évangélisation, et surtout, un utilisateur reste pragmatique quoi qu'il arrive. Et pragmatique, ça veut dire qu'il a besoin de comprendre quel est son intérêt. Quel est l'avantage? Quel est le plus qu'il va avoir à créer un produit? Si on ne lui explique pas quel est le plus, lui, il va tout simplement aller prendre le produit qui est disponible au supermarché et ça s'arrête là. Donc il y a cette notion de pragmatisme et d'intérêt qu'il faut absolument mettre en avant et d'accompagnement pour que l'utilisateur comprenne mieux en quoi c'est pertinent et en quoi c'est intéressant de créer son propre produit.
Oui, puis tu le disais, il y a des offres déjà qui existent en ligne, mais ce qui manque peut-être encore à ce service pour qu'il se développe vraiment, c'est des marques, des grandes marques. Exactement. Ce sont des acteurs, des startups, etc., qui proposent ça, notamment de créer ces céréales en ligne, de petits déjeuners, son muesli, etc. Mais ce ne sont pas des marques connues. Le jour où Kellogg se mettra là-dessus, il y aura un coup de boost. Et d'ailleurs, on le voit parce qu'à un moment donné, les internautes le disent, il y a besoin aujourd'hui que les acteurs de l'alimentaire se saisissent ou prennent position par rapport au digital pour justement accompagner les consommateurs. Donc c'est un canal, encore une fois, mais c'est un canal qui offre plusieurs possibilités. Et les internautes l'ont bien compris, les individus l'ont bien compris, et attendent aussi des marques qu'il y ait un positionnement et qu'il y ait un accompagnement à ce niveau-là. Il y a un besoin de rassurance encore à faire. Voilà. Alors, on va prendre les questions de la salle. Donc, si vous avez des questions pour Djamila, n'hésitez pas. C'est le moment. Vous avez vu, il y a beaucoup de choses dans cette étude exclusive, ces personas, voilà, tous les éléments qu'on a vus aussi, bon, la co-création, etc. Et puis le nuage de mots, je ne sais pas si vous avez regardé, mais les mots qu'on voit en gros, recette apparaît très gros. Djamila en a parlé, évidemment, vous pensez tous la marque qu'elle n'a pas citée, mais auquel tout le monde pensait, évidemment, Marmiton, qui est une marque installée aujourd'hui. On voyait que vin, le mot vin, le vin VIN, apparaît en gros aussi. C'est vrai que le canal internet en vente de produits, le vin, ça marche très fort sur le net. Et des acteurs comme Vente Privée se sont mis à fond sur ce créneau en ayant un entrepôt dédié en Bourgogne, etc. Et voilà. Par rapport au vin, ce qui est intéressant, c'est que non seulement il y a des acteurs comme Vente Privée qui s'y sont mis, mais il y a aussi de plus en plus de vignerons qui écourtent un petit peu la chaîne de distribution et qui proposent aussi des services de vente de vin, avec certains avec une commande minimum, certains sans commande minimum. Donc il y a aussi cette notion de j'achète directement chez le producteur qui ressort quelque part à travers le vin. Oui, tout à fait. Alors, des questions, allez-y. Alors, je sais que c'est la première intervention de la matinée, il faut se chauffer, mais allez-y, madame. Bonjour, merci pour votre présentation. Je m'appelle Isabelle Berge. Bonjour. Vous décrivez une forte attente de services, d'accompagnement, de consommer mieux, d'avoir plus d'informations. Et parallèlement, on constate le flop, entre guillemets, des QR codes actuellement. Oui. Donc, comment vous reliez les deux phénomènes? Est-ce que c'est parce que le service n'est pas encore assez abouti? Est-ce que c'est probablement effectivement une notion de travailler un peu mieux le service. Quelquefois, ça se joue à des choses comme l'ergonomie, comme la facilité d'usage. Si un service n'est pas user-friendly, c'est pas la peine, ça ne fonctionnera pas. Donc ça peut être lié à ça. Après, c'est vrai qu'il y a une forte attente. Cette attente, elle est naissante. Et dans la nature de l'humain, généralement, on demande. Et en fait, quand le service est présent, on ne l'utilise pas forcément immédiatement. Donc c'est un travail d'éducation aussi. Donc je pense que par rapport à ça, il y a effectivement une combinatoire des deux. C'est-à-dire que d'un côté, on est peut-être en présence aujourd'hui de services qui ne sont pas encore complètement aboutis. Mais à côté de ça, il y a vraiment un besoin d'accompagnement et d'évangélisation. Je fais un parallèle, le parallèle de l'Internet mobile. Je peux avoir l'air jeune, mais j'ai commencé à travailler il y a un certain nombre d'années maintenant, et je me souviens encore de la fin des années 90 où on disait attention, l'Internet mobile va arriver, il va tout casser. Il a fallu attendre 10 ans pour que ça soit le cas. Sur des services comme celui-ci, j'espère que ça sera plus rapide, j'imagine que ça le sera, mais il y a encore un travail à faire à la fois d'accompagnement, d'explication et de simplification, parce que ce qui est primordial, c'est un accès simplifié à l'information. Parce que l'individu est, excusez-moi, de nature assez fainéant, et tant qu'il n'a pas un accès simple à l'information, il n'ira pas la chercher. Super. Non, mais tu es jeune, Djamila. Allons. Merci. Alors, est-ce que vous avez une autre question pour Djamila? N'hésitez pas. Madame, oui, on va vous faire passer un micro. Premier rang, merci. Je vous demanderai juste de vous présenter, s'il vous plaît. Voilà. Oui, bonjour, Virginie Henrich. Vous avez parlé du food as a service. Moi, je suis persuadée que demain, la société sera as a service, et c'est l'évolution du digital qui va arriver. En France, du coup, c'est pas encore assez mature, cette notion-là. Mais est-ce qu'il y a d'autres pays, dans lesquels justement le food as a service est plus mature? Voilà. Je pense qu'il y a effectivement des pays, de toute façon, spontanément, ceux qui me viennent à l'esprit, c'est les pays nordiques.
Parce que c'est là où tout ce qui est as a service est développé et c'est même installé. Je pense à la Finlande, je pense à la Norvège. Enfin, ces pays-là, pour moi, sont assez avant-gardistes en termes d'utilisation des nouvelles technologies. C'est des pays qui ont assez facilement embrassé le digital pour un tas de choses et un tas de services. Donc j'imagine, parce que Food as a Service, bon, on a été un peu créatif avec Olivier, hein, on est allé un peu loin. Donc il y a encore du travail, il y a encore du temps avant d'arriver à ce type de service. Pour autant, je pense que les populations ou les sociétés les plus, entre guillemets, matures pour accueillir ce type de service, c'est plutôt les sociétés qui sont dans les pays nordiques, plus que les États-Unis d'ailleurs, par exemple. Parallèlement à ça, on peut aussi citer des pays comme le Japon, qui pour le coup est un pays qui est très attentif à tout ce qui est healthy, tout ce qui est consommation saine. Donc on peut imaginer, et en plus c'est un pays qui est très technophile pour le coup, donc on peut imaginer des territoires comme celui-ci qui pourraient aussi développer ce type de service. Après, toute la question est de savoir est-ce que finalement ce concept-là, si à un moment donné il se met en place, est-ce que c'est un concept qui va d'emblée se créer et s'installer en France, ou est-ce que c'est un concept qui finalement va être importé à un moment donné? La mobilité, pour le coup, c'est un concept aujourd'hui qui est plutôt importé. Voilà. Alors je crois qu'il y a aussi des États baltes. Je ne sais plus si c'est l'Estonie, je crois, qui est quasiment complètement dématérialisée. L'administration. L'administratif, voilà. 100% de l'administratif est dématérialisé en Estonie, effectivement. Après, je ne sais pas si ce sont des pays qui ont une culture alimentaire très, très forte. Je ne connais pas. Pas bien. Voilà. Je ne me permettrai pas de... On ne va pas juger, on ne sait pas. Prononcer sur, mais ce sont des candidats potentiels, c'est clair. Tout à fait. Voilà. Et on est dans le Nord. Hein. C'est des États voilà, qui ne sont pas très loin non plus de la Finlande. Et voilà. Exact. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Tout est clair pour tout le monde? Bon, bah super. Bah, Djamila, je te remercie. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est voilà, super toujours étude. Un plaisir. Merci. Et voilà. Et encore une fois, si vous voulez voir le travail de Djamila avec un peu de temps, je vous invite à aller sur la Phygital Room. Et Djamila voilà, va être dans l'espace voisin voilà, pendant quelques minutes pour répondre à vos questions si vous voulez poursuivre l'échange avec elle. Voilà. Je vous remercie. On reprend dans 5 minutes avec l'intervention de Philippe Devis, mais on va parler packaging. Et vous allez voir, très intéressant de comparer un packaging physique et un packaging digital. Quand on vend un produit, donc dans le mix produit, comment est-ce qu'il faut adapter? Et faut-il adapter déjà? Et si oui, où? Quand on vend un produit dans le physique et sur le digital, parce qu'évidemment, les actions et les interactions avec le produit ne sont pas les mêmes. Voilà, on se retrouve dans 5 minutes.